Tout est politique, bonjour à tous, bienvenue sur i24 News. Manuel Valls a peur, il a peur que les digues soient tombées et qu'il y ait une banalisation des propos antisémites, sexistes et racistes. Il a peur que le Front National fasse une percée retentissante aux élections départementales et que le PS soit relégué au troisième plan. Mickaël Darmon, bonjour. Bonjour, effectivement la gauche est au bord du gouffre et s'apprête à faire un pas en avant. La pieuvre du groupe État islamique qui étend son emprise vers le continent africain. Christian Mallard, bonjour. Bonjour. Y a-t-il un plan global derrière pour tout ça ou est-ce un concours de circonstances? Non, il y a un plan global et ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les services du contre-terrorisme international et américain en particulier sont aux abois. Tout est politique, Manuel Valls a peur. La sortie de Manuel Valls sur le Front National a fait beaucoup de bruit, des commentaires, des critiques et ça ne fait pas débat qu'à droite. On écoute d'abord le Premier ministre. J'ai peur pour mon pays. J'ai peur qu'il se fracasse face contre le Front National. Et c'est pour ça que la gauche part totalement désunie. Et donc, parce qu'ils n'entendent pas votre message de ce point de vue-là. Essayons de nous hisser à la hauteur de ces enjeux. Le Front National, messieurs les journalistes, mais à travers vous, je m'adresse à mes compatriotes. À 30%, c'est d'une extrême gravité. C'est pour notre pays qui n'a jamais connu cela, pour son image dans le monde. Mickaël, Manuel Valls n'est pas en train de dramatiser un petit peu là? Il n'y a pas une mise en scène? Alors il dramatise absolument. Est-ce qu'il est en mise en scène? Il n'est pas en mise en scène, il est dans une dramatisation sincère d'une stratégie. Pour dire. C'est-à-dire qu'en fait, il est convaincu que la perspective et l'avancée régulière, permanente du Front National dans les scrutins est une catastrophe historique, politique majeure pour celui qui s'est engagé donc pour la gauche depuis tant d'années. Il le dit régulièrement, la gauche peut mourir. Cette fois-ci, elle était même à la veille de disparaître complètement du paysage politique français. Et pour lui, c'est une catastrophe. Mais à côté de cela, et je termine 30 secondes, à côté de cela, il n'a pas d'autre choix que d'actionner ce levier de son point de vue, parce que paradoxalement, ces électeurs qu'il veut réveiller ne veulent pas entendre ce gouvernement qu'ils veulent sanctionner. Est-ce qu'ils ne se sentent pas... Voilà pourquoi il en est réduit à mobiliser aussi sur le Front National. Est-ce que Manuel Valls ne se sent pas quelque part la victime indirecte de la politique menée par François Hollande et qui fait que les Français aujourd'hui, pour se défouler, une fois de plus, je ne crois pas que tous aient la conviction que le Front National est un grand parti qui va réussir un grand avenir, ça c'est clair. Mais pour se défouler une fois de plus et voter contre et sanctionner François Hollande, comme vous disiez à l'instant. Mais c'est pas tant qu'il soit la victime de la politique de François Hollande. Manuel Valls aujourd'hui, et d'ailleurs quelque part dans une certaine manière également François Hollande, eh bien ils sont victimes tout simplement de toutes les impérities, de tout ce qui n'a pas été fait depuis 30 ans. Le vote Front National à 30% aujourd'hui, c'est 30 ans de politique et de droite et de gauche, de déni, de décisions non prises, de mauvaises décisions prises, de pactes honteux qu'on passe pour pouvoir assurer la paix sociale le temps d'une élection. Et c'est cela qui fait qu'aujourd'hui, tout simplement, on a une envie de l'électorat français de renverser la table, mais on verra jusqu'où. Mais est-ce le rôle d'un Premier ministre d'utiliser un tel vocabulaire, le terme de peur, de crainte? Voilà, et c'est là où il casse les codes. C'est lui qui doit monter au créneau. Mais Manuel Valls, effectivement, il casse les codes, et c'est le paradoxe. Ah oui. Il monte au créneau. Il dit je suis le chef de la campagne, je suis le chef du gouvernement, je prends le combat, mais j'ai peur. Mais il se positionne quelque part. Deuxième transgression, et on va dire changement de code politique, tous les politiques expliquent que lors d'une campagne électorale, on ne parle pas de son adversaire, on ne le fait pas exister. C'est le meilleur attaché de presse du Front National. On parle de soi, on parle de son bilan, on parle de son projet, on fait sa promo. Mais là, il désigne, il fait exister, il matérialise absolument la peur donc du Front National. Mais il n'y a pas d'autre choix. Il y a exagération quand même, parce qu'on sait très bien, et vous le savez, vous êtes bien placé pour le savoir. C'est pas une exagération, vous êtes expert. Non, mais le Front National n'aura aucune chance de gagner l'élection présidentielle. Et moi, je suis convaincu que Hollande va surfer sur la remontée de l'économie. Je suis bien obligé d'admettre cette fois-ci que je suis d'accord avec vous. C'est assez rare pour être souligné. Il va y avoir un urgent là. Breaking news. Il se sera passé au moins quelque chose durant cette campagne électorale. Et une forme de cohésion nationale, on va dire. Eh bien, effectivement, c'est parce qu'ils sont persuadés que quelque part Marine Le Pen n'y arrivera pas qu'il y a cette volonté de dramatiser. Ce n'est pas un jeu, c'est aussi de la politique. Il faut voir aussi, c'est de la politique. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils savent aussi que Marine Le Pen aujourd'hui, tant qu'elle n'a pas fait le pas décisif,
qui consiste à dire je suis pour l'euro, elle n'est pas éligible. Ça. Les Français ne la mettront pas au pouvoir. Donc, en fait, agiter sur la peur, décider qu'on fait une campagne anxiogène, permet de mobiliser, permet de dire au soir des élections départementales, quand vraisemblablement le Front National n'aura aucun département, parce qu'il n'y a pas d'alliance possible, eh bien, à ce moment-là, l'exécutif dira, regardez, notre mobilisation a marché. Mais à côté de cela, et c'est là où aussi on est sur un jeu complexe, il ne faut pas mettre de côté le fait qu'il y a aussi une conviction, je dirais, et une tristesse de fond chez Manuel Valls, l'homme de gauche, qui voit que la gauche, et c'est ce qui est en train de se passer, et le Parti socialiste et les partenaires qui organisent une sorte de suicide collectif, on une sorte de gauche Wako ou de gauche Masada, eh bien, est en train de disparaître. Mais ils essayent de se rabibocher quand même. Il y a les frondeurs, François Hollande, tout le monde. Il y a le problème des Verts, il y a que les Verts qui sont... Il y a une volonté en ce moment de faire acter chez les Verts la divergence entre la branche de Cécile Duflot au sein d'Europe Écologie Les Verts, qui ne veut pas revenir au gouvernement avec Manuel Valls, et ceux qui disent... Comme Vincent Placet qui veulent se placer, sans jeu de mots. D'autres, je vous laisse le faire, commentaires et livres, et vous en profitez. Et d'autres, effectivement, qui disent... on veut rentrer quand même parce qu'on doit avoir une responsabilité politique de gestion. Toute la question depuis le début de ce quinquennat, et c'est toujours pareil, c'est la question qui est posée encore par Stéphane Le Foll, porte-parole du gouvernement, la capacité, quand la gauche est au pouvoir, d'être en responsabilité de gestion, c'est-à-dire tout simplement de mettre l'idéologie de côté, et c'est tout l'enjeu. On le voit dans ces élections départementales, eh bien, le Front National profite également de la difficulté de la gauche depuis 2012 d'être responsable pour une partie, en tout cas, d'entre elles. Allez, tout est politique. Boko Haram qui s'associe au groupe État islamique. Après la Libye, l'Algérie et le Sinaï égyptien, c'est au tour du Nigeria que le groupe État islamique étend son influence. Boko Haram prête allégeance à Daesh. On est donc dans une plus grande ampleur sur le continent africain. On écoute d'abord le leader de Boko Haram. Une vidéo, c'était le samedi 7 mars. نعلن مبايعة الخليفة إبراهيم بن عواد بن إبراهيم الحسيني القريشي على السمع والطاعة في المنشط والمكره. Alors Christian, ça signifie quoi exactement ? Ça signifie qu'aujourd'hui, je ne suis pas surpris parce qu'il faut rappeler que dans l'histoire, il y avait déjà un califat au Nigeria au 19e siècle, le califat de Sokoto. Donc si vous voulez, aujourd'hui, moi je ne suis pas du tout surpris. J'ai toujours considéré que le Boko Haram faisait partie de la grande famille de Daesh. Et vous disiez à juste titre à l'instant, Daesh est où ? En Syrie, il est en Irak, il est en train de s'installer aussi... Attendez, il y a pire que ça. À la frontière avec l'Arabie Saoudite, au Yémen, où le gouvernement, le régime pro-américain est tombé, et ils sont en train de s'installer là-bas. Et puis, plus près de nous, on en a déjà parlé dans cette émission, nous avons la Libye. Et maintenant, nous avons une jonction, c'est ça qui est très dangereux, nous avons une jonction qui va s'opérer à partir du Nigeria et tout autour jusqu'à la Libye, en passant par le Cameroun et le Niger, et ça nous concerne, d'où les inquiétudes de Jean-Yves Le Drian, le ministre français de la Défense. Et puis je peux vous dire aujourd'hui, pour avoir lu un certain nombre de déclarations récemment, que tous les services du contre-terrorisme américain, le major général des opérations spéciales américaines dans le Golfe, sont tous en train de dire: on est aux abois, c'est la première fois que nous nous trouvons dans une telle situation, et aujourd'hui, eh bien, on se rend compte que Al-Qaïda, par rapport à Daesh, est devenu une moindre menace. C'est Daesh qui est devenu la grande menace. C'est la raison pour laquelle Boko Haram est allé avec l'État islamique, parce qu'il est allé avec les winners, alors que maintenant Al-Qaïda est plutôt loser. En perte de vitesse. C'est ça. Je vous écoute dire les Américains, les services contre-espionnage, contre-terrorisme sont aux abois, enfin tout l'arc que vous venez de décrire qui est absolument passionnant, mais c'est comme le résultat de l'intervention américaine en Irak au lendemain du 11 septembre. C'est quand même, merci les Américains d'avoir créé tout cela. Je suis d'accord avec vous. Les Américains
crée ça et finalement qui s'investit. Non, mais je suis d'accord. Merci les Français qui sont intervenus en Libye de manière inconsidérée. On l'a dit. Monsieur Sarkozy, Monsieur Bernard-Henri Lévy, je m'excuse, mais enfin, il était pas à l'auteur. Ah non, on est d'accord. Une responsabilité indirecte et en même temps, sur l'édification de l'État islamique. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir que même les Américains reconnaissent qu'après 14 ans de guerre contre Al-Qaïda et tout, c'est un échec. Ils le disent. Ils disent, bah, écoutez, on s'est battu contre Al-Qaïda, il y a Daesh maintenant, c'est encore pire, et on s'aperçoit que les 14 années depuis 2001 qu'on a menées contre ce terrorisme, eh ben, c'est un échec. La puissance intellectuelle et industrielle et militaire ne pouvait pas l'imaginer. Je vais dans votre sens. J'entends encore Léon Panetta, ancien ministre de la Défense en 2011, Léon Panetta, qui disait on est sur le point de vaincre Al-Qaïda. Puis quand même, la plus belle, je vous la rappelle, on l'a cité une fois dans l'émission ici, c'est quand même Daesh est né au mois de juin 2014. On entend Obama qui dit « Oh, Daesh, c'est une petite équipe de basketball américaine. » Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça prouve bien. Mais merci, vous apportez de l'eau à mon moulin. Je ne cesse de dire depuis des années. Je ne cesse de dire depuis longtemps on est dans la phase d'union nationale. Obama est un mauvais président. Non, mais ça, nous sommes d'accord sur le plan international au moins. J'ai lu dans Libération là, cette semaine un témoignage édifiant d'un djihadiste qui est rentré et qui disait qu'il avait vu une pancarte qui disait « Nous nous battrons en Syrie et en Irak, mais nos regards sont tournés vers l'Andalousie ». Ça signifie qu'ils veulent étendre toute leur influence au-delà de l'Afrique. Ils veulent aller en Espagne. Mais oui, voilà. Alors, c'est là aussi, je reviens aux Américains qui disent maintenant, ce qu'on peut redouter, c'est que toutes les opérations terroristes qui étaient cantonnées au Moyen-Orient risquent, alors là, c'est pareil, vous avez raison, risquent de s'exporter en dehors du Moyen-Orient. C'est un terme symbolique parce que l'Andalousie est la terre d'Espagne. Il y a eu 8 siècles de présence des morts à l'époque. Complètement, los moros. Sur cette terre-là. Effectivement, il y a une volonté symbolique. Nous allons aussi aller en Europe et revenir sur nos terres. En même temps, on peut redouter que des actions d'ampleur s'exportent vers l'Europe, vers l'Occident, et en même temps, il y aura toujours aussi, et c'est ça notre problème et nous le savons, face à des individualistes, des individus, des loups solitaires, comme on les a souvent appelés, qui sont des sympathisants Daesh. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en dépit des bombardements aujourd'hui répétés des Américains et de la coalition occidentale contre Daesh, on s'aperçoit que ça n'empêche pas le flux des sympathisants de Daesh d'arriver en Syrie et en Irak. C'est important ce qu'ils ont dit sur l'Andalousie. C'est au-delà de la volonté stratégique et du plan de route ou du plan de conquête. C'est une symbolique très forte. Parce que l'Andalousie, aujourd'hui, reste dans la conscience de l'histoire des religions comme un moment de coexistence. C'est ce qu'on appelle l'âge d'or d'Espagne. Autour, effectivement, c'est pas un hasard. Autour du roi à l'époque, ou en tout cas des monarques catholiques espagnols, il y avait une coexistence pacifique organisée entre les juifs, entre les musulmans, avec des échanges culturels, philosophiques, mathématiques. C'est également le moment de l'époque des Lumières de l'islam. Les mathématiciens, les philosophes, les médecins, ils ne veulent pas retourner, ils veulent y aller pour pouvoir justement l'annihiler, l'éliminer et justement la détruire, comme il y a le projet régulier de détruire tout ce qui fait la mémoire, les vestiges, les cités archéologiques, tout ce qui est patrimoine culturel mondial. L'Andalousie est un symbole. Donc ce n'est pas un concours de circonstances, votre citation est excellente. Votre citation est excellente. Vous avez bien fait de relever. Allez, tout est politique. Les images de la semaine. Mickaël, votre image de la semaine, c'est François Fillon qui fend l'armure. Pourquoi? Absolument, il fend l'armure parce que tout simplement, il a réussi à se faire convaincre, alors qu'il était réticent jusqu'à présent, ou certains de son entourage, aux techniques de la communication, parce qu'on lui a expliqué aussi que s'il voulait effectivement conquérir la société française, devenir président de la République, il fallait juste faire une petite chose, c'était leur parler. Et donc, comme il était absolument rétif à toutes les techniques de communication, eh bien c'est une conversion. Alors, il le fait en écoutant des sondeurs, en se prêtant au jeu d'études qualitatives, ça c'est plutôt pour la coulisse et la mécanique, mais sur le plan public, à l'extérieur, eh bien, il vient de contribuer au premier numéro d'un nouveau magazine qui s'appelle Society, qui fait partie de cette école, maintenant des magazines du long, qui sont la réponse à la société numérique, de la rapidité de l'Internet et de l'information continue. On prend le temps de décrypter. Comme quoi ça a du bon. Il s'adapte, digital, numérique, c'est un homme moderne maintenant. Non, mais là, c'est l'inverse. Vous savez, c'est intéressant. Au fond, comme dirait l'autre, il se rejoint.
Pourquoi? Parce que François Fillon, lorsqu'on prenait connaissance, on faisait connaissance avec lui il y a quelques années, c'était le geek du gouvernement. C'était celui qui, à l'insu de tout le monde, était le premier à prendre des photos avec les premiers smartphones qui existaient à l'intérieur du Conseil des ministres. C'est vrai. Et aujourd'hui, quelque part, il se rejoint, il veut faire dans le décalé, il s'installe. Pour 2017. D'abord, il s'installe dans la primaire, mais surtout, il s'installe sur le terrain de la communication. On verra bien ce que ça va donner. Christian, 30 secondes. Votre image de la semaine, c'est une marche pour les droits civiques, la marche de Selma. 50e anniversaire, la marche de Selma. Qui était plus en connue sous le nom de Bloody Sunday. Bloody Sunday, Martin Luther King et tout. 50 ans après, je suis au regret de dire, Monsieur Obama, il y a encore beaucoup de racisme dans votre pays. Est-ce que vous avez contribué à éliminer ce racisme? J'en suis pas sûr. Il faudrait que les Blancs et les Noirs vivent davantage dans une coexistence pacifique dans votre beau pays. Mais le problème de fond n'est pas réglé. Intéressant la filmographie d'Obama durant tout son mandat. Le majordome, Selma. On a revisité avec lui les années donc de l'esclavage, de la lutte pour les droits civiques. Et il y a eu aussi une filmographie très politique durant donc, la période Obama. Allez, merci messieurs. Merci. On se retrouve juste après les infos dans la seconde partie de notre émission avec deux invités cette semaine, Roger Kuckerman, le président du CRIF, et l'imam Abdelali Mamoun, le porte-parole du Conseil des imams de France. À tout à l'heure.